Bonjour, quelques collègues m'ont sollicité de présenter l'Afghanistan comme Golan a fait déjà ici une fois, j'imagine. J'espère que vous portez une autre image ou une autre présentation de l'Afghanistan aujourd'hui. J'ai mélangé un peu la géographie, le paysage de l'Afghanistan, qui est, à mon avis, magnifique, malgré la guerre, malgré tout ça. Mais aussi une petite présentation, vraiment un aperçu de l'histoire de l'Afghanistan, un peu plus politique. Mais je ne donne pas mon point de vue, c'est plus politique, vraiment pour savoir un peu l'actualité, tout ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Afghanistan, au moins à partir de 1919. C'est vraiment un aperçu très rapide. Et Mathieu, tu me fais un signe quand je passe le 30 minutes. Je ne dois pas passer le 30 minutes. Voilà. Timekeeper. Alors, bon, ça déjà, l'Afghanistan, bon, cette lac, là, il est au centre de l'Afghanistan, il est situé sur une altitude de 3000 mètres haut. C'est dans le centre de l'Afghanistan qui s'appelle le Bandi Amir, le lac. C'est un lac naturel, très profond, et où plusieurs scientifiques, même les Français, ont essayé d'aller au fond, mais n'ont jamais réussi. Donc c'est si profond que ça. C'est de l'eau sucrée, ça veut dire, c'est pas salé. Douce, pardon. Ah oui, secret. Voilà. Ensuite, comment on fait ça pour passer à... La flèche de côté. Ah ouais. Non, la flèche non, sur ton écran. Attends, parce que là, je vois... Sur l'écran, la flèche qui monte et qui descend sur ton clavier. Ouais. Ça marche Non, pas. ça marche pas. Ah, C'est qui va à il y a droite. moins de panorama ou pas ton PPT? Tu l'as lancé? Si, oui. Peut-être avec les flèches, peut-être. Sinon, est-ce qu'il y a... C'est qui ça? C'est parce qu'il y a... C'est ça. Il doit pas être en mode de... Parce que tu as un partage d'écran. Ah, Si tu mets le partage d'écran, tu vas pas... Il faut d'accord. enlever et après tu vas porter. Et après, le problème c'est qu'Ania ne pourra pas voir. Oui, et ça marche. Et après, tu... Ok, donc j'arrête. Ouais, t'es obligé. Désolé, mais Noé enregistre, donc pour vous, si on partage l'écran, on ne peut pas... Ok, bah. Je sais. Alors, on revient. Donc, ensuite, l'Afghanistan, quelques mots très clés, je pense que c'est un peu le mot de Wikipédia, vous connaissez tout ça. L'Afghanistan, la superficie, c'est à peu près l'équivalence de l'Hexagone, donc si grand que l'Hexagone, la France. Voilà, autour de 600 000 Kilomètres 652 000 et l'autre, donc je parle maintenant parce que le chiffre ça change. Et puis voilà, et l'Afghanistan, il y a jamais on ne sait jamais combien de population vit parce qu'il n'a jamais fait l'estimation, c'est autour de 37,5 millions d'habitants en 2021, donc c'est un pays immense, voilà. Et on a 34 provinces dans ce pays. Le capital est Kaboul, bien sûr, et deux langues officielles, Dari et Pashto. Voilà. Mais après, bien évidemment, en Afghanistan, on dit le pays de diversité. Il y a plusieurs autres dialectes aussi, notamment les Ouzbeks, Baloch, Imaq, donc il y a plusieurs, même hindou en Afghanistan. Donc, ça sont des minorités. Mais les principaux groupes ethniques en Afghanistan, ce sont les Pashtuns, qui font autour de 35-40% de population. Les Tadjiks, qui sont autour de entre 25-35 à peu près, et les Hazaras, dont j'appartiens, je viens de minorité Hazara, mon ethnie, qui sont aussi chiites et qui sont entre 20 et 25%. Après, il y a les Ouzbeks aussi, qui sont entre 15 et 20%. Voilà. Après, bien évidemment, encore une fois, donc là c'est vraiment un point de vue général, un aperçu, il y a des autres minorités en Afghanistan. Ensemble, je pense qu'en Afghanistan, on pratique 25 dialectes différents, 30 groupes ethniques différents. Mais les quatre majorités font 95% à peu près. Voilà. Ensuite, un peu de géographie, un peu de géopolitique. L'Afghanistan est un pays, on dit le carrefour de l'Asie, qui est à la fois situé un peu comme un carrefour, si on regarde du point de vue Asie centrale, aussi Asie du Sud. Afghanistan, c'est aussi un point de rencontre entre ces deux mondes, entre ces deux blocs.
l'Asie centrale, l'ancienne RUSS, et puis le bloc sud, c'est l'ancienne colonie indienne, anglaise, Inde et aujourd'hui le Pakistan. Voilà. Donc au sud, on a le Pakistan aujourd'hui. À l'est, on a le Chine, vraiment une toute petite frontière. C'est très stratégique ces frontières parce qu'il y a le route de la soie qui passe par là. Voilà. Et c'est les grandes montagnes de Pamir. Et c'est les vallées de Wakhan. Wakhan, c'est un vallée très connu. Le route de la soie, ça passe par là. Et c'est pour ça que la Chine aujourd'hui a un rapport, un intérêt économique majeur dans le pays. Même quel que soit le régime, la forme de régime, la Chine reste très intéressée par l'Afghanistan. Mais pas militairement, mais plus économique. Voilà. Après, au nord, on a ces trois pays de l'ancienne RUSS, Tadjikistan, Ouzbékistan et Turkménistan. Ce sont des pays avec lesquels on a des échanges commerciaux très très importants. Mais par rapport au Pakistan et l'Iran à l'est, on a des rapports un peu moins intenses que ces deux pays. Là, la frontière qui nous sépare avec ces trois pays, c'est le grand lac de Amou, qui est très connu en Afghanistan. C'est une frontière naturelle qui sépare ces trois pays avec l'Afghanistan. Et puis, vous voyez, l'Afghanistan, on a en France, si je ne me trompe pas, avant vous aviez aussi, il y a très très longtemps, des provinces. Avant que ça soit régionalisé, départementalisé, avant il y avait les provinces. C'est pour ça en Afghanistan, on a gardé cette mode, on dit les provinces, c'est à peu près équivalent d'un département ici à peu près. Donc Kaboul, voilà, vous voyez ici, et moi je viens de province de Ghazni, qui est située pas loin de Kaboul, qui est aussi une province très stratégique, justement pour se déplacer. Tous les gens de sud, ça se passe de chez nous à peu près pour aller à Kaboul. Donc c'est le grand autoroute qui vraiment connecte le parti sud et Kaboul. Ça se passe par province de Ghazni. Et Ghazni, c'est aussi une province très connue dans l'histoire du monde musulman, parce que ça a été reconnu dans les années 2014 le capital culturel de pays islamique. C'est pour ça que ça a été transformé, cette province. Et il y a toujours des châteaux, des anciens, je vais vous montrer des images, qui restaient de cette époque. Malheureusement détruites ou dans le risque de tomber, mais ça existe toujours. Est-ce que tu parlais de la trentaine des pays, elle est géographiquement implantée? Justement, c'est la prochaine slide. Regardez, voilà, la prochaine slide. Voilà. La carte de l'Afghanistan, c'est l'emplacement des groupes ethniques. Je vous ai parlé tout à l'heure de 4 grands majeurs groupes ethniques, tout en bas là, à droite. Donc les Pashtuns, vous voyez, c'est un groupe ethnique un peu couleur jaune foncé, donc tout au sud, à l'est. Toutes ces régions sont des régions Pashtuns majoritaires, ces zones-là sont aussi des zones très agricoles de l'Afghanistan. Donc tout ce que vous avez sur la table, ça vient de cette région. Hein, le fruit sec, notamment malheureusement l'opium, hein, parce que c'est une région très chaud, c'est une région qui est équivalente d'ici à peu près, là par exemple la province de Kandahar ou Lashkargah, Helmand, c'est des provinces, c'est équivalent à peu près Marseille, le climat, très chaud l'été, très chaud. On arrive à autour de 40-45 degrés. Mais on a aussi, c'est ça que l'Afghanistan est un pays de diversité, parce qu'on a aussi le centre où on a à peu près vers cet endroit-là, à l'est, vers Kaboul, plus haut encore, pas loin de Bamiyan, des montagnes qui va jusqu'à 8000 mètres d'altitude aussi. Donc vous voyez à peu près le contraste entre sud hyper chaud, entre centre très montagnard. Si vous voulez, aussi, il y a une autre hypothèse qui dit que l'Afghanistan ne peut jamais se unifier vraiment comme un peuple parce qu'il y a une frontière naturelle entre le sud et le nord. Parce qu'il y a des montagnes, vraiment des chaînes de montagnes qui commencent à peu près de l'ouest, qui va jusqu'en Chine, hein, c'est les pieds des Himalayas, Tibet, tout ça. Donc qui sépare vraiment l'Afghanistan en deux. Avant l'invasion soviétique, il n'y avait même pas de route, de vraie route. Pour arriver par exemple, pour aller de Kandahar à Mazar-e-Sharif, avant, il n'y avait aucune possibilité. C'est les soviétiques, les communistes dans les années 80-70 qui ont
arriver à faire des tunnels. Maintenant, on a ça. Sinon, avant l'Afghanistan, on mettait des mois pour arriver du sud jusqu'au nord. Parce qu'il n'y a pas de cette infrastructure et tout ça. Donc voilà, les Pashtuns au sud, les Hazaras, monethniques, groupe ethnique au centre. Donc vraiment, je dis à 90% montagnards, montagnes, que des montagnes. Mais aussi des vallées, voilà, des vallées sauvages. Et donc, ce sont des vallées, des montagnes, pas du tout vertes. C'est très sec, l'Afghanistan, le centre. C'est des rochers, c'est des montagnes dures. Hein. Et puis, à partir de 3000, 4000 altitudes, il y a de la neige partout, toute l'année. Voilà. Et dans cette région de l'Afghanistan, Bamiyan, on pratique aussi le ski. Il y a des pistes de ski, mais de manière traditionnelle. Il n'y a pas de télécabel pour monter et tout ça, il faut monter à pied. Voilà, et pour descendre, c'est plus facile après. Après, il y a bien sûr les Tadjiks, donc plus à l'est, mais aussi un peu partout. Hein. Le deuxième grand ethnie, et les Ouzbeks au nord, très connus. C'est aussi une zone très industrielle et très riche, parce que la terre est riche en agriculture, parfois aussi pour l'économie du pays, parce que tout le commerce et tout ça, ça se passe par Mazar-e Sharif, tout ce qui est nord. À l'est, ça se passe par Herat, avec l'Iran. Voilà. Et après, bien sûr, il y a des autres minorités qui sont en Afghanistan. Alors, j'ai hésité de mettre vraiment un peu le politique, mais je pense que on ne peut pas ne pas parler de politique dans un pays comme l'Afghanistan qui vit avec le politique. Les Afghans sont de manière générale politisés. Ça, on ne peut pas éviter. Tout le monde est politisé, tout le monde parle de politique. Et c'est notre jour, c'est notre quotidien. Donc, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je pense que toutes ces personnes... là, je commençais vraiment à partir de 1919, qui est l'Afghanistan d'aujourd'hui, le drapeau tricolore d'aujourd'hui avec ces trois couleurs. On est à partir de ce date-là. La date d'indépendance en Afghanistan, c'est le 19 août 1919. Donc par roi Amanullah Khan, qui a été un roi moderniste, avant-gardiste, et qui voulait vraiment changer complètement l'Afghanistan, la tradition. C'est lui qui a mis fin à l'esclavage. Donc imaginez-vous, jusqu'à 1919, en Afghanistan, on avait l'esclavage. C'est-à-dire des minorités comme les Hazaras ont été esclaves, de majorité comme les Pashtuns, des dynasties royales et tout ça. Et donc, après tout ça, c'est encore jusqu'à 1973, on a la monarchie en Afghanistan. La monarchie familiale, hein, tout ça, ça sont des frères, cousins, cousines, voilà, sœurs, etc. Sœurs, il n'y a pas, mais des frères, malheureusement, et ils se sont tués entre eux. Voilà, les cousins tuent l'autre, frère tue l'autre frère pour le pouvoir. Et donc, jusqu'à, on arrive... Le plus jeune roi de l'Afghanistan, Zahir Shah, Mohammad Zahir Shah, qui avait juste 20 ans, où il a été sélectionné, il a pris le pouvoir comme roi parce que son père a été tué par un étudiant dans un défilé militaire. Donc son père, qui était un dictature militaire, et donc lui, il a pris le pouvoir. Il était si jeune en Afghanistan qu'il ne savait pas gérer tout ça, et donc c'était son oncle qui l'a aidé pour les toutes premières 5 années, et puis après il a géré seul. Et c'est lui qui est resté, c'est le plus long roi de l'Afghanistan. Pendant 40 ans, il était roi, jusqu'à dans les années donc 1973, et le fameux roman de Joseph Kessel, c'est dans son période qu'il a écrit qu'il a traversé l'Afghanistan. Joseph Kessel traversait le période de roi Zahir Shah, où il a assisté dans le fameux jeu de Buzkashi, qui est le cours des chevaux. Donc, il a assisté, il a écrit un roman magnifique, mais il a écrit aussi un autre livre qui est plus fait de commentaires, qui s'appelle Le jeu de roi, qui est cette fameuse, le Buzkashi. Afghanistan, le courant historique politique de l'Afghanistan a changé dans les années 1973 parce que le cousin du roi, donc, qui était son premier ministre, a fait un coup d'état blanche. Hein, coup d'état blanche, il n'y avait pas de mort, juste un coup d'état blanche parce que le roi était à l'extérieur pour se soigner, et puis hop, le cousin a pris le pouvoir, il a mis fin à la monarchie.
dans les années 1973. Et donc, lui, encore une fois, Pashtun, Kozan, il a autoproclamé une république. République autoproclamée qui a duré 5 ans. Mais lui, il avait un rapport, si vous regardez, je regarde souvent les documentaires d'Arte, il y a des choses très intéressantes sur ça. Donc, Daoud avait une rapproche, c'était d'abord quelqu'un de assez militaire, et puis il y avait des rapports, il se rapprochait de plus en plus vers le soviétique, l'URSS. Donc ça n'a pas plu dans le monde occidental. Donc tout de suite, il s'est fait des ennemis. Et donc, même avec il était si arrogant comme président qu'il était, même à Moscou, il n'était pas très obéissant. Donc c'est pour ça qu'il a été assassiné dans les années 1978, donc par ses camarades communistes qui venaient de Moscou. Après, on avait, voilà, tout ça c'est le monde communisme, 20 ans de communisme en Afghanistan. Donc de 1978 jusqu'à 1992. Tout ça c'est des personnages communistes. Certains duraient même pas quelques jours, certains duraient quelques années. Ils se sont tués entre eux, voilà, pour le pouvoir. Le cousin tuait le frère, frère tuait l'autre. Et donc ils se sont tués, tout ça, pendant une vingtaine d'années. Donc je ne vais pas raconter en détail, mais pour vous dire que le communisme, peut-être il a bien démarré, mais il a très très mal terminé. Parce que, voilà, il voulait des changements, il voulait surtout désislamiser l'Afghanistan, interdire le mosquée, surtout prisonnier les gens qui étaient religieux, tout ça, et puis ceux qui avaient uniquement les barbes a été assassinés. Et donc c'était une période de changement radical où en Afghanistan, on ne peut pas se permettre ce genre de changement si immédiat que ça. Donc, finalement, ça s'est arrivé jusqu'à Sebratullah Mujahideen, qui était aussi dans la période, dans les guerres contre les soviétiques, hein, dans les années 80, où les Afghans ont résisté contre les soviétiques pendant 10 ans. Voilà. Après, on a la période plus moderne, que vous, peut-être, certains visages, vous connaissez. Donc, il y avait un gouvernement d'intérim, mais malheureusement, la première période des talibans, donc 1996-6, jusqu'à 2001. Et puis après, il y avait ces fameux attentats de New York, hein, qui a complètement changé le courant géopolitique dans le monde, j'imagine, parce qu'il y avait, voilà, les interventions militaires de l'OTAN et des SIAF en Afghanistan en 2001. Et donc à l'époque, je m'en souviens, j'étais tout petit, hein, j'avais 5-6 ans, mais j'ai des images dans ma tête. Le tout dernier jour des talibans, avec leurs turbans blanches, qui couraient, qui fuient l'Afghanistan, qui se sont cachés dans les montagnes. J'ai cette image vraiment d'enfant, un peu tout bête. Et après, il y avait un gouvernement d'intérim qui était rassuré par Hamid Karzai, qui est un personnage très occidentalisé, qui était un professeur en Amérique, hein. Et après, il était réélu en Afghanistan. Imaginez-vous, on avait pour la première fois dans l'histoire d'Afghanistan une élection, en 2004. Dans l'histoire du pays, une élection. Donc, il était choisi comme président pendant 2 périodes. Donc, il était 14 ans au pouvoir, avec Karzai. Donc, on peut le critiquer, bien sûr, parce qu'avec tous ces aides internationaux qui ont été versés en Afghanistan, il pouvait faire plus que ça. Mais je pense que avec toute la corruption, avec tout ce que toutes ces centralisations de pouvoir, tous ces petits jeux de rivalité entre les dynasties, entre les groupes ethniques, malheureusement, cette chance a été pas bien utilisée dans ces périodes. Sinon, l'Afghanistan avait une chance de devenir quelque chose d'autre qu'on a aujourd'hui. Et puis le dernier président qui a fui le 15 août 2021, qui a laissé le pays seul, Ashraf Ghani, hein, lui aussi c'est un Américain en fait, il a une nationalité américaine, il était prof en Amérique, et sa femme est libanaise, donc libanaise, et lui aussi, bon, il a essayé, pourtant c'est un personnage
son éducation est tout à fait respectable et estimable. Il est tout à fait quelqu'un intellectuel, quelqu'un que connaît parfaitement, mais bon, mais il est un autocrate, il reste un technocrate, et il a essayé, mais il n'a pas pu arriver avec la corruption, avec tout ce qu'on avait en Afghanistan. Bon, voilà. La démocratie, malheureusement, a été... fin de la démocratie a été donc jouée le 15 août 2021, que vous avez l'image dans la tête, j'imagine, de l'aéroport de Kaboul. Comment les Américains, les SIAF, les Français, tout le monde entier ont fui l'Afghanistan de telle manière où ça a été vraiment décevant. Donc la conclusion finale de tout ça, voilà, là je peux me permettre de parler vraiment du point de vue peuple afghan, c'est que toutes ces personnes, tous ces régimes, toutes ces personnalités ont déçu le peuple afghan. Le peuple afghan aujourd'hui est déçu. Que ce soit de communisme, que ce soit de démocratie, émirat, république, monarchie, parce que tous ces mondes, tous ces personnages ont travaillé pour leur profit personnel, voire familial, voire pour leur ethnie, pas plus. Et l'Afghanistan a raté une chance, on a perdu une chance énorme dans laquelle on pouvait faire beaucoup mieux. Surtout moi qui est un fruit de la génération, on dit en Afghanistan aujourd'hui dans les médias, la génération de démocratie. C'est moi, comme moi, il y a des milliers. Vous savez qu'en Afghanistan, c'est peut-être, voilà, du point de vue ethnographique, on a une population, plus de 60% de la jeunesse. Vraiment une population très jeune en Afghanistan. Donc tout ça, c'est la richesse de ce pays. Mais bon, la chance de pouvoir aller plus loin n'a été pas bien utilisée. Donc malheureusement, on a aujourd'hui un peu une situation chaotique. Après, là, plus personnel. En 2015, j'ai décidé, parce que j'ai été menacé en tant que minorité, mais aussi que j'ai enseigné les enfants de village dans des classes mixtes, et je viens d'une famille populaire, mais on avait de la chance d'aller à l'école, de s'éduquer, plutôt éduquer. Donc mes frères et sœurs ont tout fait des écoles et ont travaillé avec les forces internationales, notamment les Américains, l'OTAN, les Européens. Et donc ça a été, à partir de 2015, dangereux. Dangereux juste pour travailler avec des personnes européennes, américaines, a été déjà un tabou, interdit déjà. Donc ça a été, voilà, c'est pour ça que j'ai pris le route d'exil en passant par tous ces 12 pays pour arriver chez vous ici. Et donc, j'ai pris vraiment, j'ai commencé de Kaboul jusqu'à l'est de l'Afghanistan et une partie du Pakistan. Et c'est un territoire, là, c'est un territoire vraiment abandonné un peu, où les talibans pakistanais gèrent. Il n'y a pas de gouvernement. Après, bien évidemment, l'Iran, le Téhéran, et puis en allant la Turquie, le Grèce, voilà, et le Macédoine du Nord, le Bulgarie, le Serbie, le Bosnie, le Croatie, le Slovénie. Et donc, après, en 2015, c'était mois de novembre, je suis arrivé en Autriche, et en Autriche, j'ai demandé asile. Et c'est là où bon, j'ai resté à peu près presque 5 ans en Autriche, à Vienne notamment, et à Salzbourg. C'est là où j'ai appris la langue. Et donc, c'est là où finalement... au bout de 5 ans, ma demande d'asile n'a été pas aboutie, on ne m'a pas donné un avis favorable après 5 ans, et donc j'ai été contraint de encore fuir. Et donc, tout en m'intégrant dans ce pays, pourtant que j'ai trouvé que peut-être, ça y est, j'ai trouvé un petit chez moi, mais non, on m'a désintégré, on m'a renvoyé encore, parce qu'à l'époque, si vous vous souvenez bien, c'était l'extrême droite autrichienne qui était au pouvoir avec le conservateur OVP. Et donc, il y avait une signature, un accord d'expulsion des demandeurs d'asile débutés afghans dans le pays. Ça a été jusqu'à 2021 en cours. Et donc, l'Autriche, l'Allemagne, la Suède, la Norvège, la Belgique et tout ça, plusieurs pays ont signé des accords avec le gouvernement, ont renvoyé des milliers des Afghans dont leurs demandes d'asile ont été jugées irrecevables ou voilà, rejetées.
Donc, je ne vais pas rentrer en détail parce que, si vous voulez, je l'ai raconté aussi dans le livre. J'ai vécu plusieurs années dans le sud de la France, c'est là où j'ai fait mes études en licence. Les gens du sud, les Provençaux, on m'a soutenu, des Français, on m'a soutenu d'écrire. Donc, moi j'aime bien, en manière générale aussi, d'écrire et puis de parler. Donc, le premier livre en 2020, à l'époque où je n'étais pas encore reconnu comme réfugié politique, j'étais dans ce fameux procédure de Dublin 3. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le terme très technique. Il y a un accord européen dans l'espace Schengen. Si on arrive dans le premier pays européen, on est contraint de donner nos empreintes digitales. Mais si on décide d'aller dans le deuxième pays est obligé de te renvoyer dans le premier pays. Donc, mon cas, en France, France a rejeté ma demande au départ. On voulait me renvoyer en Autriche, et Autriche direct en Afghanistan. Et donc, j'ai refusé. Je me suis battu avec tout le matériel, tout l'assistance qui existait. Et puis, le place que je suis aujourd'hui, donc je me suis beaucoup battu pour ça. Ça n'est ni un cadeau, ni je sais pas, un quelconque, rien de... Donc c'est une place où je regrette rien pour être là. Voilà, donc j'ai abandonné rien. C'est pour ça le terme, je n'avais pas le choix, je n'avais pas d'autre choix que faire ça. Sinon, aujourd'hui, j'imagine mal mon avenir dans un pays malheureux comme l'Afghanistan, et en plus, en tant que minorité, Hazara, chiite, quelqu'un d'intellectuel dans ce pays, le futur c'est la mort. Parce que si tu es actif, c'est un danger pour les extrémistes et les fanatiques des talibans. Voilà comment je suis arrivé ici, chez vous. Je suis arrivé par toutes ces méthodes. Donc, à pied, beaucoup, surtout entre l'Afghanistan, le Pakistan, l'Iran, jusqu'en Turquie, beaucoup à pied, pendant 10 jours, parce que ça durait 4 mois. Et puis aussi on dit en Afghanistan les tutas, donc c'est des pick-up comme ça, des trentaines, quarantaines de personnes comme ça, où ça roule, il n'y a pas de route, ça roule par terre, ça roule dans les montagnes, ça roule dans les déserts. Et puis aussi dans le coffre de voiture, comme ça, hein, avec 5 autres personnes, j'ai dormi pendant 8 heures en Iran pour traverser les frontières, dans un coffre comme ça. Dans mon deuxième livre, je raconte ça d'une manière un peu autofiction, mais je racontais ça avec des dialogues, tout ce qui s'est passé dans le coffre. J'ai essayé d'être là. Et puis aussi dans le Zodiac, entre la Grèce, entre Izmir et Lesbos. Donc voilà, on était comme ça, une soixantaine de personnes, des personnes âgées et des enfants au milieu, et les garçons, les hommes comme ça au bord. Et puis il fallait résister au bout de 3 heures à peu près, avec les petits bagues et tout ça. Mais voilà, on risque, on sait qu'on risque. Et parfois, ils donnent aussi des gilets sauvetage qui ne sont même pas vrais. Ils le vendent, mais ce ne sont pas des vrais, c'est des fausses. Mais voilà. Voilà, donc tout ça, c'est le côté peut-être un peu qui rend peut-être triste, mais j'ai aussi une autre version de l'Afghanistan qui est un côté, le paysage, la géographie, la beauté de ce pays malgré 50 ans de guerre. Et c'est ça qui fait, je pense, un point d'espoir, quelque chose qui nous fait espérer l'Afghanistan, les Afghans, les diasporas. C'est ce pays qui a une énorme chance, une énorme capacité de devenir un pays tout à fait estimable, un état de providence, un état vraiment tout à fait, parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Je vous parle de beauté, je vous parle de montagnes. Les montagnes d'Afghanistan, c'est d'or, c'est l'or. Et au-dessus, il y a tout ce qu'il faut. Il y a toutes les matières. Commençons par uranium, or, métal, tout ce que tu veux. Les Russes ont essayé, ils n'ont pas réussi pendant 10 ans. Les communismes n'ont pas réussi. Les talibans, les moudjahidines n'ont pas réussi. Les Américains n'ont pas réussi. Et voyons si les Chines réussissent aujourd'hui. Voilà. Mais donc le terre afghan est riche. C'est vraiment
il faut mentionner ça. Si vous doutez, je vous invite aussi de lire, parce que j'ai ramené pour compléter mon discours, ma présentation, je vous donne vraiment aujourd'hui des choses pour justement compléter cette présentation, que vous allez encore un peu plus loin sur l'Afghanistan. Donc je vous donne des livres et puis vous pouvez même avec plaisir circuler. Ce sont des Français ou des auteurs européens. Ce n'est pas que les Afghans qui exagèrent sur leur terre, c'est les auteurs européens. Donc les auteurs européens qui ont écrit leur récit, leur trajet, leur témoignage dans ce pays. Donc voilà, je vous donne ça. Comme ça vous pouvez faire circuler. Merci. Et voilà. Je continue, donc je parlais de beauté de ce pays. Regardez, voilà, ces dernières 20 années, Kaboul, ni au moins, avec la corruption, avec tout ce qui s'est passé, mais quand même ça s'est développé. C'est devenu un pays, une ville quand même moderne. Pas peut-être européen, mais une ville quand même moderne. Hein. Il y avait quand même du cinéma, de la culture, de la musique aussi dans ce pays. Il y avait des concerts, il y avait des stades de foot, il y avait des matchs, il y avait des manifestations dans les rues et tout ça, il y avait en Afghanistan. Pourtant, si ça restait comme ça, s'il n'y avait pas cette affaire corruption et affaire de un peu rivalité entre les ethnies, l'Afghanistan était beaucoup mieux placé que l'Iran d'aujourd'hui, du point de vue démocratique. Parce qu'il y avait tout, il y avait quand même une liberté d'expression, il y avait des médias privés, État aussi, tout ça. Les réseaux sociaux, il y avait des journalistes libres en Afghanistan pendant ces dernières 20 années. Donc voilà, la capitale Kaboul. Après, au nord de l'Afghanistan, Mazar-e-Sharif, donc c'est à la frontière avec le pays nord, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan et le Turkménistan, donc une ville très importante. Et là, c'est le mosquée bleue, ça s'appelle. C'est en fait le tombe de Ali. Ali, c'est le bel-fils du prophète Mohammed. Dans l'esprit afghan, on dit que Ali a passé par là, ou sa tombe est là. On ne sait pas où il est, mais on pense qu'il a passé par là. Donc, chaque année, autour de ce mosquée bleu, il y a, avant par exemple, il y avait le fête de Nouvel An, le Nowruz. Les Afghans se réunissent chaque année pour célébrer le Nouvel An afghan, qui est le 21, 22, 23 mars chaque année. Voilà. Et après, voilà, à l'ouest, donc la province de Herat. Herat, qui est à la frontière avec l'Iran, qui est une ville très très importante, parce que c'est une ville industrielle, mais aussi frontalière. Et voilà. Voilà le fameux, les villes de Bouddha, donc avec le lac de Bandiamir et les Bouddhas qui ont été détruits le 9 mars 2001, dynamités par les talibans. Donc, dans cette même ville, il y a le Bandiamir qui est protégé comme parc national, heureusement. Donc, parc national d'Afghanistan, voilà, comme un peu les calanques de Marseille. Voilà. Et je vous ai parlé de Ghazni. Ghazni, c'est la ville où je viens. Donc, je vous ai dit qu'en 2014, ça a été reconnu comme le capitale culturelle du monde musulman. Et donc, parce qu'il y a une vraie ancienneté dans cette ville, et aussi du point de vue géopolitique très stratégique pour Kaboul, on dit, un proverbe afghan, on dit, si tu as Ghazni sous le contrôle, tu as tout de suite Kaboul. C'est tellement stratégique. Voilà. Et donc, Ghazni et Jarouli, c'est le district où je viens. J'ai grandi, je suis né dans ce district. C'est un très grand vallée. Donc, voilà, ça ressemble à peu près à ça. Et autour de cette vallée, il y a des montagnes autour de 5000 altitudes. Et voilà. Après, donc, j'ai choisi de mettre une photo par chaque province, par chaque ville à peu près. Après, pour vous montrer le paysage afghan, à quoi ça ressemble, à la fois très montagnard, mais aussi des vallées vertes, mais aussi il y a de la neige. Donc, tout c'est Kandahar, par exemple, c'est au sud, là où maintenant les leaders des talibans, le chef des talibans, siègent aujourd'hui. Kandahar est devenu équivalent de Kaboul, une capitale aujourd'hui, presque. Parce que le pouvoir est exercé depuis Kandahar, l'ordre est donné à Kandahar, et puis ça arrive à Kaboul aujourd'hui. Donc c'est
si important que ça. Et c'est situé à la frontière avec le Pakistan, bien sûr. Voilà, je vous ai parlé de la frontière avec le Chine. Donc c'est toutes ces montagnes, ces chefs de montagne qui va vers Himalaya. Donc le montagne de Pamir, Badakhshan, qui est très connu. Notamment, il y a des romans autour de commandant Massoud, qui a passé aussi pas mal de ses années de combat, de résistance dans ces vallées, dans ces montagnes. Donc on a ici aussi des altitudes jusqu'à 8000 mètres d'altitude, qui arrivent jusqu'à 2000. Oui, 8000, voilà. Voilà à quoi à peu près ressemble le paysage afghan. Et donc ce fameux jeu de Bouskashi sur lequel Joseph Kessel a écrit, hein, Les Cavaliers, donc le jeu de roi, hein, et qui est aussi un jeu national en Afghanistan. En Afghanistan, il y a plusieurs jeux, un peu situés selon l'ethnie, comment tu le regardes. Donc par exemple le Bouskashi pour les Ouzbeks, c'est primordial, c'est leur prière de chaque jour. Donc c'est un jeu très connu, mais c'est peut-être si vous ne connaissez pas, pour la première vue, ça a l'air un peu peut-être agressif ou un peu violent, mais il y a des règles. Il y a des règles, et puis c'est un jeu très traditionnel, mais je le trouve très joli parce que ça permet aussi de se réunir. C'est une opportunité pour se réunir, et puis voilà. Et puis il y a aussi un autre jeu, l'Afghanistan est très fort d'ailleurs, le cricket en Afghanistan. Vous savez, l'Afghanistan dans le ranking mondial est 4e dans le cricket. Chaque année, il y a la Coupe mondiale de cricket, et l'Afghanistan, normalement, on gagne toujours contre l'Australie, contre l'Angleterre, contre le Pakistan ou les Indiens. Donc voilà, le cricket, je ne sais pas en France, ça se développe. Ça se développe. C'est anglais déjà. Le rugby aussi. Voilà. Et il y a une autre chose que je voulais c'est le Takhar. Là, il y a une cité qui a été construite par Alexandre le Grand. Dans la province de Takhar, là, il y a une cité vraiment qui a été découverte dans les années 1950-60, dans la période de roi, par DAFA, Délégation Archéologie Français Afghane, en Afghanistan. DAFA a travaillé beaucoup là-dessus, et donc c'est un complexe, une cité un peu détruit, même aussi violé, plusieurs autres des monuments historiques ont été volés pendant la guerre ethnique et la guerre contre les soviétiques, mais ça existe toujours. Il y a même une arène de période d'Alexandre le Grand qui est toujours là. Et donc ça a été retravaillé beaucoup par la délégation d'AFA. Voilà. Et voilà, ça c'est une projection très 3D, mais ça existe toujours. Voilà à peu près les provinces, et donc le fameux vallée de Panjshir, hein, où le commandant Massoud est né, où il a résisté. Aujourd'hui, son fils, vous avez un livre qui s'appelle Notre Liberté, son fils qui résiste dans ces vallées. Hein. Et donc, voilà. Donc à la fois des montagnes un peu vertes, mais à la fois aussi des neiges toute l'année. Donc c'est ça qui fait voilà, un peu l'Afghanistan. Et à l'est de l'Afghanistan, il y a un monument qui vient de période à peu près du XIIIe siècle. Donc ce fameux monarque qui est malheureusement aujourd'hui sous le risque de tomber parce qu'il n'y a pas assez de... ça n'a été pas rénové. Et le Bamiyan, une ville au centre de l'Afghanistan, la ville de Bouddha, là où il y a le lac de Bandiamir. Voilà. Voilà, je vous ai dit qu'en Afghanistan, il y a aussi une arène. Hein. Ça, c'est une projection 3D, mais c'est toujours sous la terre, qui a été bombardée, détruit une grande partie, mais qui existe et qui a été retravaillée. Donc, de la période d'Alexandre le Grand. Voilà. Et le Bouddha, le fameux Bouddha, il y en a en fait deux. Un homme, une femme. L'homme, il s'appelle Salsal. La femme, elle s'appelle Shammama. L'homme, il a 57 mètres d'altitude, de hauteur. La dame, il a 34 mètres d'altitude, de hauteur. Et tous les deux ont été détruits. Mais il y a une hypothèse, bon ça c'est caché entre les archéologues et tout ça, il y a une hypothèse qu'il y a un Bouddha encore plus grand enterré
au pied de ces deux Bouddhas. Parce que l'Afghanistan n'est pas stable, parce qu'il y a voilà, encore une instabilité politique, donc ça ne s'est pas dévoilé. Mais il y a un Bouddha qui est encore plus haut que les deux, enterré en profond, au-dessus de ce... c'est une hypothèse entre les archéologues. Espérons qu'un jour, ça remonte. Peut-être que ça devient notre tour Eiffel. Voilà. Voilà, pour terminer, donc encore une fois, la projection qui est faite du Bouddha de Bamiyan. Donc avant, ça a été un Bouddha, voilà, avant 2021. 2021 à peu près au moment où il était dynamité. Et voilà, 2009, exactement 9 mars 2021, juste... 2001. Pardon, en 2001, ouais, voilà. Et maintenant, plus rien. Donc l'homme était en général comme ça, à peu près, le dame. Et donc voilà, aujourd'hui. Et puis dans cette même ville, il y a le fameux le lac de Banyamir, où ça est devenu même maintenant, sous le contrôle des talibans, il y a des touristes. Il y a des influenceurs, des youtubeurs, des gens qui voyagent, qui filment ces endroits-là. Et bon, il y a quelque temps, je pense, il y a 2 mois à peu près, il y avait quelques touristes espagnols qui ont été tués dans cette ville de Bamiyan qui visitaient l'Afghanistan. Et donc, il y a des touristes, mais des touristes qui risquent beaucoup. Voilà. Je pense que de ma part, c'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà, c'est fini. Si vous avez des questions, bien sûr. Bravo. 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 Merci. Oui. Qu'est-ce qui toi te manque le plus de l'Afghanistan? Bah,